Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Kill Bill volume 1 et 2, La La Land et Promising Young Women. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois avant tout une amie, c'est quelqu'un qui se ferait de plus en plus un chemin dans le monde du cinéma, de la télé, de la radio. Pour vous, son nom vous dira peut-être rien, mais c'est une fille avec un parcours incroyable. J'ai hâte que vous appreniez à la connaître comme moi. Je l'ai découverte il y a à peu près un an. On s'est connus il y a à peu près un an et demi, au début de la pandémie. Ouais. Chloé Galipo, allô? Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, t'as l'air nerveuse d'être ici. Non, je suis nerveuse. Il y a toute une petite fébrilité, c'est Ben normal, oui, je pense. c'est sûr d'être enregistré et de ne pas savoir qui va nous écouter. Chloé, on peut t'entendre à l'émission Les Pénibles sur CISM, la radio universitaire de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Parfois, je fais des petites chroniques. J'ai fait de la co-animation récemment. Je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai pas mal de carte blanche là-bas, Ouais. vu que je connais bien Camille. Shout-out à Camille, qui fait l'émission. Oui. Donc, quand j'ai envie d'aller faire un petit tour, j'y vais tout simplement. Je jase des sujets que j'ai envie de jaser. Fait que j'aime bien. Ouais. Une belle plateforme. Sur les plateaux de tournage, c'est quoi Parce que j'ai l'impression que c'est comme tout nouveau, mais t'as émergé vite sur des plateaux de tournage. Qu'est-ce que tu fais? Justement, je fais un peu de tout aussi. Tu sais, je navigue de projet en projet. J'ai commencé comme production assistant, comme tout le monde à peu près dans le milieu du cinéma. J'ai monté comme cordeau de production. Je faisais déjà de la production auparavant, mais dans le milieu publicitaire. Donc, j'ai fait ça sur le prochain film, en fait, d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui s'appelle Chien blanc. Ouais. Et là, je fais un petit peu de réalisation également. Je suis assistante de réalisation, 3e. J'essaie de me frayer un petit passage pour être première, peut-être éventuellement être réalisatrice. Donc, je touche un peu à tout. OK. Réalisation, ça serait de la publicité, en télé, en cinéma. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui m'attire plus? Je te dirais que c'est le milieu cinématographique, mais je ferme pas la porte aux publicités. Tu sais, j'aime ça avoir des petits projets aussi également. Tu sais, ça fait changement d'avoir des longs films parce que c'est des longs horaires de tournage. C'est des mois et des mois de travail. Donc, ça fait du bien une fois de temps en temps d'avoir des petites pubs pour Des petites pubs avec plus de budget qu'un long métrage. C'est ça la réalité au Québec. C'est triste à dire, oui, là, mais la plupart du temps, les publicités ils ont plus de budget que les petits films indies. Ça, c'est certain. Là. Ouais. Ça dépend c'est qui le client. Tout à fait. Ouais, non. Puis vous les connaissez à la maison. Là. On n'a pas besoin de dire c'est qui ceux qui ont des gros budgets. L'Auto-Québec en premier, Desjardins en deuxième, j'ai l'impression. T'es une fille qui tripe sur la culture, qui tripe musique, cinéma, théâtre, danse. J'ai l'impression que t'aspires toutes les formes d'art qui passent sur ton chemin. Avant qu'on entre dans ta liste de films, je le pose à tout le monde, c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Les films qui ont marqué mon enfance? Goodfellas m'a particulièrement marqué. Goodfellas? Goodfellas, ouais. T'as vu ça à quel âge? J'étais très jeune. Mon père m'a fait écouter des films un peu fucked up, très jeune. OK. Donc, c'est lui qui a toujours été un amateur de films de gangsters. Donc, j'ai été assez rapidement immiscée dans cet univers-là. Scarface également, ça a marqué mon enfance. Des films d'horreur aussi. J'ai un immense amour pour le cinéma d'horreur. Ah ouais? Ouais, donc j'ai écouté The Exorcist, m'a vraiment marqué. Lui qui est sorti, je crois, Il est sorti quand, The Exorcist? En 73? 73, ouais. Avec Linda Blair qui... Exact. Fait que, justement, d'avoir été immiscé assez rapidement à cette culture cinématographique-là qui était un peu plus gore puis plus violente, on dirait que ça l'a teinté mon amour des films par la suite. J'ai peut-être, justement, certains goûts particuliers qui viennent de ce background-là. Donc, ce serait plus ces films-là, je pense, qui marqueraient mon enfance. Ça change de tout le monde qui me parle de Disney. Ah ouais? C'est ça. Ouais, ben, très nice, puis OK, parfait. Je suis juste surpris comme réponse, en fait. C'est excellent. On va rester dans le milieu de la violence et des films que, je sais pas si celui-là tu l'as vu trop jeune, mais Kill Bill,
Film de 2000, diptyque réalisé entre 2003 et 2004 par Quentin Tarantino, qui met évidemment en vedette Uma Thurman dans le rôle de The Bride, le personnage principal qui part à la recherche de Bill pour le tuer. De là le titre Kill Bill. Gotta Kill Bill, qui est joué par David Carradine. Il y a aussi Daryl Hannah, Lucy Liu, Michael Madsen et Gordon Liu qui complète en partie la distribution du film, parce que c'est énorme comme distribution, ce film-là. Ça n'arrête pas d'être des personnages qui sortent de partout. Le groupe, les 5, 6, 7, 8, c'est un moment donné, qui sont là juste pour chanter la tune « Wouhou ». Ah ouais, c'est un classique, ça. Je les ai vus au FME il y a quelques années. Ah ouais, c'est un beau show. C'est clair, les 5, 6, 7, 8, wow. Peux-tu me résumer Kill Bill? Ça raconte quoi? Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une femme qui était profondément en amour avec un homme et que ça l'amenait tranquillement pas vite à sa perte, professionnellement et amoureusement. Donc, elle a cessé de le voir et lui ne l'a pas pris. Donc, il a mis un mandat sur sa tête pour la faire tuer. Malheureusement ou heureusement, elle n'est pas morte et maintenant, elle veut se venger de Bill et tous les gens qui lui ont fait mal par le fait même. Ouais, ils ont essayé de la tuer à son mariage pendant qu'elle était enceinte. Ouais, en plus. Elle a perdu l'enfant et son mari et son curé et sa famille et tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué de Kill Bill? Pourquoi c'est un de tes coups de cœur à vie? J'aime beaucoup Kill Bill parce que je suis une bonne fan de Tarantino, comme la plupart des gens, mais il y a quelque chose qui est profondément venu me chercher dans Kill Bill, l'espèce de revenge tale, revenge story de femme inspirante et forte qui décide de reprendre le contrôle de son destin puis qui va assumer et aller coûte que coûte jusqu'au fond des choses. Fait que je trouvais ça inspirant. Puis, tu sais, j'adore aussi la soundtrack. On peut dire ça de tous les films de Tarantino également. Là. Mais l'esthétisme du film, j'ai trouvé ça insane. J'ai une petite préférence pour le 1, par contre, je dirais. Pourquoi? J'aime beaucoup la partie de l'histoire avec Lucy Liu. Ouais. Donc, quand elle est au Japon, justement, pour se venger, j'adore quand ils font le combat de katana sous la neige. C'est tellement beau. C'est tellement bien filmé, ce film-là. Tu parles de la notion de vengeance, c'est quelque chose qui va revenir tout au long de l'épisode. Sais-tu... On se connaît, donc je vais me permettre des questions peut-être plus poussées avec toi qu'avec certains autres invités. Est-ce que la notion de vengeance, c'est quelque chose qui t'a habité dans des relations passées? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis à exécution? Ou est-ce que c'est des choses qui te travaillent de temps en temps? Que tu dis, j'aimerais ça, me venger. Et est-ce que tu te fais des plans dans ta tête, des plans de vengeance? Peut-être plus auparavant. J'ai jamais mis à exécution un plan de vengeance, mais tu sais, ça m'a travaillé par le passé. Tu sais, justement, je pense que tout le monde a déjà vécu des situations problématiques qui étaient comme, il me semble que je ferais quelque chose à propos de ça. Ça serait peut-être pas super legit, mais ça me ferait du bien sur le moment. Mais non, j'ai jamais exécuté un plan de revanche pour le moment. Mais pour le moment? Pour le moment, on verra. Mais qu'est-ce que l'avenir va nous dire? Mais non, c'est juste des petites fantaisies. J'ai pas de plan non plus, mais tu sais, comme plus je vieillis, plus je deviens calme également. Tu sais, donc, c'est cette espèce de feu qui m'habitait, de justement de colère, commence à disparaître tranquillement pas vite. Là. C'est quoi ces plans-là, quand même? Je veux quand même savoir, c'est quoi les plans que tu te fais dans ta tête quand tu penses à te venger des personnes qui t'ont fait du mal? Oh mon Dieu, les plans... Juste comme... C'est plus proche, genre, des 7 jours du talion? Non! Non. Ça serait hardcore. Je serais vraiment vilaine, là. Non. Tu te ferais un mur avec des photos chez vous de comment le capturer, comment le retrouver, l'embarquer dans ta voiture. À la Claude Legault, là. Mais... non, c'est plus des fantaisies. C'est pas des idées très, très précises. C'est plus un sentiment qui m'habite. Je suis pas capable de le mettre en mots ni vraiment nécessairement en images. Mais c'est plus un feu, genre, puis comme une colère que d'autres choses. Je comprends. Dans Kill Bill, il y a aussi une espèce d'esthétique. Tu as parlé de l'esthétique du film qui est très pop bonbon, qu'on pourrait dire. J'adore. C'était ça ma question. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te parle de ce genre d'esthétique-là dans ces films-là? La couleur, la musique, l'ensemble? Qu'est-ce qui vient te rejoindre? J'ai un amour profond pour la pop, mais la pop qui est bien faite. Je veux dire, tu peux avoir de la pop qui est cheap ou de la pop qui est bien créée. Puis justement, cet esthétisme-là de pop bonbon léché, je vois à quel point que c'est difficile d'atteindre, puis je trouve que c'est un art en tant que tel. Fait que j'ai un immense respect pour ça.
Fait que moi, j'aime bien Kill Bill grâce à ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien. On a parlé de la scène dans la neige. À quel moment tu l'as vu, ce film-là, la première fois? C'est quand la première fois que j'ai écouté Kill Bill? Je pense que je devais avoir 11-12 ans environ. Ouais. OK. Ouais, ça fait quelques années. Ça t'a-tu marqué sur le coup? Il a fallu que tu le revoies pour Non, ça il a fallu que je le revoie. Je pense que j'ai vu un moment dans ma vie particulier que comme c'est venu résonner plus profondément que les fois précédentes. Puis depuis ce temps-là, c'est mon film préféré, je pense. Je pourrais le dire. Ben oui, j'ai un katana de tatoué sur la jambe. C'est pas pour rien. Vous le dit, katana sur la jambe. Pour The Bride. Pour The Bride. Pour Uma Thurman. J'ai un katana à la maison aussi. Fait que j'ai une espèce d'amour aussi pour justement le cinéma asiatique. Qu'est-ce que tu aimes de ce cinéma-là? J'aime le fait que c'est tellement loin de tout ce qu'on fait simplement en Amérique, aux États-Unis. C'est assumé dans leur style. Ouais. Ouais. Effectivement. Puis dans Kill Bill, dans le cinéma de Tarantino en général, je trouve, il y a comme une permission d'aimer la violence. Ouais, mais c'est de la violence qui est bien faite. Tu sais, c'est pas de la violence qui est non nécessaire. Ben non nécessaire, je sais pas, mais c'est souvent très cartoon, fait qu'il y a un détachement. Ça. Ouais, mais tu vois, justement, il y a une partie dans Kill Bill, tu sais, que ça devient cartoon. Ça devient très, très cartoonish. Ouais, il y a un moment manga, il y a le moment où est-ce que il coupe des... Ben, c'est dans une espèce de pièce avec les 5, 6, 7, 8. Là, exact. C'est pas du sang, c'est des éruptions volcaniques d'hémoglobine, là, ça devient... C'est pour ça qu'ils ont dû le mettre en noir et blanc. C'était trop en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ça a été en noir et blanc. Ça dépend des versions. Ouais, mais au Japon, ça a été assumé. Ils l'ont gardé en couleur. Il y avait... Et puis à un moment donné, là, je veux dire, c'est correct. Là, on le sait que c'est pas du vrai sang. Il y a personne qui pense que c'est du vrai sang. Non. Mais écoute, en plus, je pense que quand c'est sorti, c'était 16 ans et plus. C'est pas 18 ans et plus, ce film-là? Ouais, probablement. Ben, au Québec, sûrement 16 ans. Ouais. Aux États-Unis... la fameuse cote Rated R qui a été poison longtemps. Là, en bas de 18 ans, tu peux même pas rentrer avec un adulte. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, faut que tu aies 18 ans pour rentrer, pour aller voir le film. Ils viennent de sortir le film Suicide Squad, puis 18 ans et plus ferme. No way. Ouais, puis le Joker était 18 ans et plus. Je comprends pas pourquoi. Là. Mais... je trouve que c'est plus violent psychologiquement. C'est des thématiques qui sont peut-être plus adultes, là, mais je le mettrais pas genre pour adultes only. Non, tu sais, même aujourd'hui, je pense que Kill Bill sortirait maintenant, puis ce serait 13 ans et plus, puis... C'est ça. Ce serait accepté. Il y a plus rien dans ce film-là. À part peut-être la fille qui se fait arracher l'œil qui m'écœure encore. Ah ouais? Je trouve ça c'est tellement grotesque. On dirait que c'est même pas épeurant. C'est pas choquant. Non, je sais, mais j'ai un rapport à l'œil qui est... Puis quelqu'un qui pile dessus. Ah, non, regarde, là. Faudrait pas que t'écoutes un stall de beurre. Ah, sûrement pas. T'as-tu déjà vu, non? Non, mais je veux même pas... Non. C'est du gros torture porn, justement. Puis ils ont des scènes avec des yeux, là. Ah, non, tout ce qui est rapport à l'œil, ça me dégoûte. Hey, on va passer à ton prochain. On va rester dans l'esthétique bonbon, dans la grosse esthétique pastel et paillettes, avec La La Land, qui est réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016, qui met en vedette Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend et J.K. Simmons. J.K. Simmons qui est qui j'ai l'impression, la muse de Damien Chazelle, parce que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve après Whiplash. J'adore ce film aussi. J'aurais pu le mettre dans mon top 3. C'est juste que je change de film préféré à chaque semaine. Ça a été vraiment difficile de trouver comme les 3 films que je voulais discuter et que j'apprécie particulièrement. Là, mais... On parlait de torture porn tantôt avec Hostel. Ouais. Pour moi, faire une liste de films, c'est ma torture porn. Ben, moi aussi, c'est vraiment difficile. Ouais. Ça dépend vraiment de comment que je me sens. C'est quoi mes humeurs du moment. Ouais. La La Land, donc, parle-moi-en. Ça parle. C'est quoi ce film-là? Oh, c'est beau. C'est une belle lettre d'amour au cinéma. Je trouve que c'est une belle lettre d'amour à Hollywood. OK. Puis, justement, tu navigues entre un musicien et une actrice qui essaye de comme made it into Hollywood. Puis qui doivent faire des sacrifices, qui se rejoignent là-dedans, mais qui finissent par se déchirer éventuellement. Puis c'est tellement une finale crève-cœur. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est bittersweet, là. Puis là, j'étais comme « Oh, mon Dieu! » Mais les chorégraphies sont excellentes aussi. Tu sais, il n'y a rien que dans ce film-là, j'ai quelque chose à redire. Parce que c'est une comédie musicale. Ah ouais, mais tu vois, je suis pas une si grande fan de comédie musicale que ça non plus à la base, mais celle-là est venue me chercher particulièrement. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes, justement, de
qu'est-ce que t'aimes de cette histoire d'amour-là qui nous est présentée dans le film? Une histoire d'amour un peu impossible entre deux artistes. Je trouve ça super romantique. Moi, je suis une grande romantique dans l'âme, là. Parle-moi-en, parle-moi-en. Je veux tout savoir. Oh mon Dieu! Mais j'ai trouvé beau. God. Ben, tu sais, They were Emma so Stone cute puis together. Ryan Gosling. Je sais. Tu sais, c'est pas leur première collaboration non plus. T'sais, ils ont fait quelques films Ouais, il avait ensemble. fait... Crazy ouais, Stupid Love. Crazy Stupid Love. Puis il n'y en avait Mhm. pas un autre, un film de Gangster Squad. Ouais. Ça avait moins bien... C'était pas si bon que ça. J'ai pas osé m'aventurer dans ce film-là. Non. Mais parle-moi, qu'est-ce qui te touche des histoires d'amour, comme tu le dis, bittersweet, aigre-douce? Je sais pas, peut-être que ça vient plus me rejoindre parce que j'ai l'impression que ma vie sentimentale ressemble à ça un peu aussi. Tu sais, j'ai un côté romantique assez développé, puis on dirait que c'est plus grand que nature, tu sais, ces histoires d'amour-là, puis finalement, ils sont pas capables d'être ensemble à la fin. Puis je suis comme, oh God, mais j'aurais tellement aimé ça, tu sais, puis ça reste longtemps en tête. C'est plus marquant, je trouve, qu'une histoire d'amour régulière, tu sais, comme tout est bien qui finit bien. Ouais. Question weird, mais c'est sûr que c'est jamais le fun, vivre une histoire d'amour qui se finit mal. Mais est-ce qu'en toi, il y a une partie de toi qui aime avoir vécu des histoires qui se sont mal finies? Qui aime? Non, j'aime pas ça, mais tu sais, c'est sûr que ça fait un bagage d'expérience vraiment plus intéressant, puis un vécu particulier. Mais c'est pas une douleur que j'apprécie. Mais tu sais, il y a certaines personnes que je crois qui aiment le chaos puis qui sont addicts à ce sentiment-là, tu sais, d'instabilité dans leur vie, puis qui pourraient apprécier justement des histoires qui virent mal, mais j'ai pas envie de ça, non. Un long fleuve tranquille. Long fleuve tranquille. T'aimerais ça, une tranquille. petite stabilité, rencontrer un artiste, puis... Oui. Puis let's go, ça va être bien parfait, puis on va avoir notre studio, notre atelier. Ben, je trouve ça beau, tu sais, j'ai envie d'être avec quelqu'un, qu'on puisse discuter d'art, qu'on discute de tout, simplement, que ça soit simple, que ça soit doux. Mais les artistes ont besoin de tellement d'amour puis d'être validés tout le temps. C'est ça qui est le problème. Ça dépend qui, ça dépend quoi. Ça dépend qui. Ça dépend qui, ouais. Je suis pas sûr. Tu penses qu'ils ont besoin de se faire valider? Tous les artistes ont besoin de se faire valider, de se faire dire qu'ils sont bons. Ouais. Ben oui, sinon on ferait pas ça. Ouais, je peux le faire, mais tu sais, comme c'est pas ma job non plus à 100% de valider quelqu'un sans cesse, là, que ce soit en amour ou en amitié, là. Tu sais, je veux dire, sois capable de te gérer en bout de ligne aussi, là. Ouais. Mais je suis persuadé, quelqu'un qui a besoin de monter sur une scène pour s'exprimer ou d'être devant une caméra pour parler, ou être derrière un micro pour dire ses opinions comme je le fais en ce moment, a besoin de gens pour dire « T'es bon. » C'est bon, qu'est-ce que tu fais, bravo. C'est ça, ouais. Puis après ça demande un courage aussi. Moi, tu sais, je vois ça comme un acte courageux, tu sais, de justement monter sur une scène ou de juste se laisser aller, de parler sans avoir peur du jugement. Fait que moi, je vois quelque chose de courageux là-dedans. Sans, je vois pas nécessairement le besoin de comme j'ai besoin d'attention puis de me faire valider. Je trouve ça le fun, quelqu'un qui assume ses propos, genre, puis ses idées, puis qui est confiant. Dans le film La La Land, au début, c'est deux personnes qui veulent frayer leur chemin dans le milieu artistique. Un pour qui ça va mieux dans le milieu du jazz, une pour qui ça a l'air d'aller plus mal bien, dans le milieu pour devenir une comédienne. Avec lequel de ces deux personnages-là tu te reconnais le plus? Peut-être Emma Stone. OK. Ouais. Celle pour qui ça marche moins bien? Mais ultimement, ça finit par bien aller. T'sais, en fait, spoiler alert, les deux finissent par réussir dans la vie. Sans être ensemble. Sans être ensemble, par contre. Le gros spoiler, désolé de l'avoir gâché. Mais tu les vois. Anyway, ça fait quelques années que le film est sorti, fait que si vous vouliez le voir, ben écoutez là-bas. Ouais. C'est pas comme ton prochain film, là, on va faire attention pour pas rien spoiler. Non, c'est ça, là, j'irai rien. Mais ça va être bizarre d'en parler. Mais non, mais tu vois qu'elle a rushé, tu sais, pour justement atteindre ce but-là qu'elle avait dans la vie, tu sais. Puis à la fin, finalement, tout est bien qui finit bien à ce niveau-là, si on peut dire, professionnellement. Fait que je pense que je peux plus raisonner avec elle qu'avec Ryan Gosling, qui est très fermé sur ses idées de qu'est-ce qui est la musique, qu'est-ce qui est le jazz. Qu'est-ce que le jazz pur, et je vais montrer à John Legend c'est quoi le jazz. C'est ça. C'est le bout weird, à mon avis, dans le film. Ryan Gosling qui enseigne à John Legend, un génie de la musique, le jazz. Mais non, c'est pour ça. Tu sais, il était plus fermé d'esprit. Fait que non, je pense que je raisonne plus avec elle, tu sais, qui essaye malgré tout, genre qui lâche pas le morceau. C'est un film que
Bon, je ne serais pas comédie musicale, puis je peux pas dire que c'est un film qui me rejoint, Non. personnellement, mais on n'est pas là pour parler de mes goûts. Une affaire que je trouve qui est très intéressante, par contre, dans le film, c'est la notion du rapport au présent et au passé. Ouais. Dans la mesure où les deux personnages vivent à Hollywood, vivent carrément dans les studios de cinéma. Là. Elle travaille dans un café qui est sur un plateau de film. Ouais. Lui travaille, il est jazzman dans un petit bar d'Hollywood qui essaie de recréer une ambiance factice des années 40, 50, 60 dans les grandes époques du jazz, alors que c'est un style qui est un peu muséal aujourd'hui. Là. C'est plus c'est dur de trouver du jazz pur maintenant. Ou n'importe quel style musical, en fait, qui est très, très pur. J'ai l'impression qu'on mélange tellement de genres maintenant. Puis c'est ça la morale de l'histoire, c'est qu'il finit par s'ouvrir un peu à la fin. T'sais. Ouais. Mais ces deux-là ont ce rapport-là au passé qui est... c'est même plus de la nostalgie. Tu peux pas être nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Non. C'est... On dirait qu'ils ont de la misère à let go de comme qu'est-ce que c'est le classique de réussite hollywoodien. Parce que t'as l'impression qu'elle voudrait faire Casablanca. Ouais. Elle veut pas être dans un Marvel, elle veut pas être dans un film de super-héros. Non, ils ont des idées à s'arrêter sur qu'est-ce qu'ils veulent être. C'est ça. C'est quoi, toi, ton rapport à un passé que t'as pas connu? As-tu une admiration pour, tu l'as dit, l'espèce d'art, la pureté de l'art? Ouais. Genre ton rapport à l'art des années 40, 50, 60, 70, 80 qu'on n'a pas connu, as-tu... Je sais pas s'il y a un terme, parce que nostalgie, je le trouve mal exploité, mais bon, à défaut d'avoir un autre mot... on dirait que ça démontre beaucoup de tristesse aussi. Nostalgie, j'associe ça à comme une espèce, pas d'amertume, mais de... Ouais, c'est pas loin de la mélancolie, la nostalgie, là, mais... Y a-tu une partie de toi qui aimerait vivre à une autre époque? Ah ouais, clairement. On vit à une belle époque. C'est sûr que ces temps-ci, c'est un peu plus difficile, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait dire. Ouais. Mais non, j'envie ces années-là où ça me semblait plus simple et plus doux vivre, ou avant les réseaux sociaux, où ce qu'on pouvait juste vivre pleinement, sans distraction, vraiment. Là. Laquelle de ces époques-là qui te rejoint le plus? Ah, Woodstock. Woodstock, 1969, précisément. Ouais, j'aurais aimé ça. Ouais, j'aurais aimé ça vivre Woodstock puis les années disco, là. OK. Ça a été des foutues belles années. Fait que commencer dans la boîte, dans une foule de 60 000 personnes et finir dans la coke à fond avec une boule miroir puis faire de la poudre dans un miroir, let's go. Toi, c'est juste la poudre, genre. Ça commence avec la poudre, ça finit avec la poudre. Ça commence avec le LSD, ça finit avec la poudre. Mais tu sais, I'm a social person. Moi, j'aime les humains. Fait que je trouve que c'est des contextes qui sont très sociaux, justement. J'ai l'impression qu'on était vraiment plus tissés serrés à l'époque. Puis les liens qu'on faisait étaient plus réels. Ouais. Il n'y avait pas la barrière d'Internet ou comme d'espèce de... Justement, de se faire valoir puis d'image. On dirait qu'on était un petit peu moins conscients à cette époque-là. Je sais pas, j'étais pas là. Mais je le romantise de cette façon-là, en tout cas. Ou en tout cas de pouvoir tout savoir sur la personne en quelques clics et en quelques photos. C'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. Il n'y a pas de mystère. Non. Il n'y a pas de mystère. C'est pour ça que j'ai quasiment pas écouté tes podcasts. C'est bien correct. La plupart des gens que je reçois n'ont même pas écouté un seul épisode. Donc, non, mais je vais les écouter après. C'est pour ça. J'aime la notion de mystère puis de magie un peu. Ouais. Par rapport à cette notion-là du passé, mais qu'est-ce que... Je suis en train d'essayer de trouver une formulation à la question que j'ai en tête, mais comment t'inclus des notions du passé dans ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas si c'est clair comme question, parce que même moi, je suis pas sûr de la comprendre. Ah non, c'est clair comme question, mais c'est parce que tu me poses des questions deep que oui, j'aurais aimé réfléchir avant pour te servir comme une réponse adéquate et vraiment réfléchie. Mais bienvenue en Jase de film, le podcast qui se prétend être sur le cinéma et qui est sur l'invité. C'est ça, finalement, c'est une séance de psychothérapie que tu me fais là. Comment j'incule ces notions du passé-là dans la vie de tous les jours? Justement, on dirait en refusant d'apprendre à connaître quelqu'un via les internets maintenant. Je suis comme non, ça va être face-to-face. Ouais. C'est là qu'on va se dire qu'est-ce qu'on a à se dire. J'ai pas envie de passer par plein d'intermédiaires. Puis je suis rendue que j'aime ça, appeler mes amis. Je suis comme, tu sais quoi, texte-moi pas, appelle-moi. J'adore ça, ouais. Ouais, appelle-moi, on va se parler. Mais je trouve ça tellement froid comme mode de communication, de s'écrire. Ouais, c'est pour ça que j'envoie des messages vocaux aussi. Je trouve ça plus chaud. Je comprends. Puis
la notion de rencontrer quelqu'un par accident aussi, qui s'est perdu. Ouais. Ça me manque. Que c'est facile de swiper du monde, c'est facile d'avoir Tinder, Bumble, peu importe le... C'est ça le problème, c'est que c'est rendu trop facile, tu sais, puis c'est la théorie de comme t'as tellement de choix que t'es plus capable de faire un choix en bout de ligne, tu sais, parce qu'il y en a tellement. Ouais, c'est pas de se contenter de quelqu'un, mais c'est d'apprendre à connaître quelqu'un sans se dire, il y a peut-être quelqu'un d'autre de mieux. Non, c'est la mauvaise façon de faire, c'est certain. Ouais. C'est sûr qu'il va peut-être toujours avoir quelque chose de mieux ailleurs, mais comme tu vas être éternellement insatisfait si tu fais juste chasser une personne que tu as une image en tête de qu'est-ce que tu veux, puis que tu rejettes les autres parce que c'est pas exactement qu'est-ce que tu veux que ça soit. Ouais. En espérant quelque chose de greater than nature. Ouais. Je comprends. Ton troisième film que tu m'as fait découvrir il y a 2 jours. Ouais. Et j'en ai encore des frissons. C'est bon, hein? C'est tellement... C'est pas juste bon. C'est... Je trouve ça super pertinent. C'est renversant. Je trouve ça vraiment pertinent. Ouais. C'est Promising Young Women, film de 2020, donc tout récent, de Emerald Fennell. Emerald Fennell, c'est son premier film, c'est son premier scénario. Ouais. Et elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure réalisatrice, de la meilleure réalisation. Et elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Parce que il n'y a rien qui s'est écrit de mieux cette année-là. Il n'y a rien qui s'est écrit de plus pertinent, je trouve, que Promising Young Women. Ouais, surtout avec la vague de hashtag MeToo. La vague d'hashtag MeToo, la vague des dénonciations tous azimuts qu'on a vus sur Internet, qui a autant frappé l'Angleterre, les États-Unis, le Québec, Hollywood. Partout. Hollywood, c'est ça. Comme ils disent dans je sais plus trop quoi, Girl, I Could Name Names. C'est en vedette Carey Mulligan, Alison Brie, Bo Burnham. Bo Burnham, si vous n'avez pas encore vu Inside, allez voir Inside, qui est sur Netflix, vous n'avez pas de raison pour l'avoir vu. Chris Lowell, Christopher Mintz-Plasse, qui était McLovin dans... McLovin qu'on n'a pas vu depuis Superbad, qui là apparaît en gars qui fait de la poudre. Attends, non, il a joué dans un autre film de super-héros aussi. Ouais, Kick-Ass. Il était dans exact. Kick-Ass. Ouais, il joue dans Kick-Ass. C'est pas son meilleur rôle, pour être honnête. Hein. Mais, ce gars-là n'a pas de meilleur rôle depuis McLovin. Désolé, Christopher, mais... Non. C'est quoi l'histoire hallucinante de Promising Young Woman sans divulgacher? C'est une femme qui avait une amitié très particulière lorsqu'elle était à l'université. Qu'elle étudie en médecine avec une autre femme. Il y a un incident malheureux qui est arrivé à sa meilleure amie, qui a fini par s'enlever la vie. C'est dit de façon implicite. C'est de façon implicite. Puis, ce qui est arrivé, ça, je pense qu'on peut le dire. C'est un peu de la prémisse, mais cette femme-là s'est fait droguer et s'est fait... agresser sexuellement. Ouais. Trigger warning, elle s'est fait violer. Par le gars populaire de l'université pendant que plusieurs garçons regardaient et qui la filmaient. La filmaient et des gars qui encourageaient leur ami à poursuivre le viol. Donc, justement, elle, ça l'a tellement traumatisé cet événement-là, voir son ami dans cet état-là par la suite, qu'elle décide de, justement, revanche encore. Elle se venge de tous les gens qui ont abandonné son cas, tu sais, puis elle essaie de démonter le système aussi, puis de montrer à quel point que, justement, tu sais, c'est pas juste un problème au niveau des hommes, tu sais, l'éducation sexuelle puis le consentement, mais c'est aussi les femmes, tu sais, la façon qu'on réagit parfois par rapport à ça. Son moyen, c'est d'aller dans des bars, faire semblant qu'elle est saoule, de retourner avec le gars chez lui. Des good guys. Les gars sont comme « Ah, je vais te payer un taxi, je vais te renvoyer chez vous, il n'y a pas de problème. » Dans la voiture, tous ces gars-là sont comme « Finalement, tu peux venir chez nous. » Puis on prend un dernier verre. La fille a de l'air passed out. La fille a de l'air saoule morte. Et tous les gars essaient d'en abuser. C'est ça, c'est la notion du good guy, en fait. Puis justement, tous ces hommes-là qui les accueillent finalement, qui l'accueillent, la protagoniste, chez eux, sont comme « Ah, t'inquiète pas, je suis un bon gars, je vais prendre soin de toi. » Puis la fille, a dit non. Puis à de nombreuses reprises. Puis clairement qu'elle n'est pas dans un état d'esprit pour accepter quoi que ce soit, mais que les hommes continuent quand même de s'imposer sur elle jusqu'à temps que là, elle cesse le numéro, elle cesse de faker qu'elle est saoule, puis elle est comme, là, tu vas arrêter. Puis là, les hommes, ils ont peur, ils sont comme, what the fuck, parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était complètement à jeun. Puis elle leur apprend une leçon par le fait même. Elle n'est même pas violente dans ses propos, dans qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas un film qui est violent, en tout cas.
au début, là. Mettons que le dernier acte est différent. Le dernier acte là. est assez violent. Ah ouais, en tout cas, il y a une scène en particulier que ça dure 2 minutes, là. C'est laquelle? Ouais. C'était très, très long. C'est très long. Mais trop long. En fait, je suis allé lire sur Internet par rapport à cette scène-là. Ouais. La réalisatrice, son père est policier. OK. Puis elle lui a demandé d'expérience, ça prend combien de temps pour 3 petits points ce qui se passe dans le film. Ouais. Son père, il a dit c'est 2 minutes et demie. Ouais. Puis elle a fait parfait dans mon film, ça va être 2 minutes et demie. Mais c'est très long. C'est très long. Puis c'est ça qui fait mal, c'est que c'est... Tu te sens tellement Techniquement, impuissant. c'est pas long, là. Non. Techniquement, c'est pas long, mais ça, c'est très long et ça fait, Ah non, c'est ça venu me fait shaker. excessivement mal. Ah, c'est venu me shaker, ce film-là, mais solide. Ouais. Ouais. Puis je voudrais parler de ce film-là pendant des heures. Toi, tu l'as vu il y a pas longtemps non plus. Ouais, j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, j'avais vu la bande-annonce, ça fait déjà un moment, mais tu sais, à cause de la pandémie, il y avait certains films au cinéma des sorties qui ont été retardées. Donc, je pense qu'il n'y a même pas eu de sortie au Québec pour ce film-là, malheureusement. Ouais. Fait que moi, j'ai réussi à l'avoir sur Internet, mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais le voir. Tu sais, que je trouvais que la bande-annonce était super intrigante, puis justement, tu sais, c'est encore un esthétisme très pop bonbon léché. Tu sais, c'est un film produit par une femme pour les femmes, parce que je trouve que la plupart du temps, en fait, on produit des films qui sont censés ressembler aux femmes, à la façon de penser des femmes, mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, on voit vraiment le male gaze là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, là, je trouvais que c'était rafraîchissant d'avoir un film pour femmes, écrit par une femme, puis ça paraît dans la façon que ça a été tourné. Puis la soundtrack est super bonne aussi. Moi, tu mets du Paris Hilton puis du Britney Spears, je suis vraiment down. Je peux pas dire que ce sont des artistes qui ont eu une répercussion dans ma vie. Cependant, à la fin du film, il y a une version de Toxic de Britney Spears. Au violon. Au violon, mais des violons style Psycho de Hitchcock, là. Des violons stridents. Sinon, Insidieux aussi. Ouais, Insidious que ça, je l'ai vu. Ça, là, je l'ai vu parce qu'il n'y a pas de rapport aux yeux qui sont weird. Mais, ouais, des violons qui ont l'air cassés, là. Des violons que... Ah, je trouve ça troublant. On dirait que la corde va briser sous l'archer. C'est puissant, là, ce moment-là où elle débarque de sa voiture pour rentrer dans la maison où il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est tellement des scènes fortes, justement de elle qui confronte, comme tu as dit, pas juste des hommes, mais des femmes aussi, des femmes qui devraient se sont être des alliés. tues, ou qui se disent alliés. Il y a une phrase formidable qu'un gars il dit à un moment donné dans le film, il dit... Quand t'es au college... Ah non, c'est une fille. C'est le personnage d'Alison Brie. Quand elle va souper avec elle, elle va dîner avec elle. Puis Alison Brie a dit, quand on est à l'université ou au collège, c'est bien vu pour un gars d'être avec une fille qui s'affiche féministe. Mais dès qu'on en sort, il veut avoir la petite femme à la maison qui va faire la cuisine puis qui va se la fermer. Puis j'étais comme... Wow! C'est vrai. Il y a tellement de moments que je trouve qui sont vrais là-dedans. Puis justement, c'est juste toucher cette notion de nice guy. Puis c'est de... Sans pointer du doigt les hommes, mais c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qui peut être problématique dans leur façon de faire. Puis justement, de soutenir en tant que femme. À un moment donné, je sais plus c'est quel personnage qui a dit ça. Je crois que c'est Alison Brie. Elle a dit, tu couchais avec tout le monde quand on était à l'université. Son amie couchait avec tout le monde quand elle était à l'université. Fait que, puis elle faisait des blackouts à répétition. Fait qu'elle pouvait pas chialer que comme elle se fait agresser sexuellement parce que c'est elle qui se mettait dans cette position-là de vulnérabilité. Puis que si elle criait par la suite que comme elle s'était fait violer ou toucher sexuellement, on allait moins la croire vu qu'elle avait comme couché avec beaucoup d'hommes dans sa vie. Puis je trouve que c'est encore des commentaires qu'on a aujourd'hui que ça n'a pas sa place. Ouais. Non. Vraiment? C'est non, c'est tout. Là. Quand la personne peut pas... Moi, j'ai un de mes amis qui m'avait sorti une phrase exceptionnelle à un moment donné qui avait dit « Même le consentement, ça vaut rien. C'est le consentement enthousiasme qui compte. » Ouais. Oui, il y a des degrés à dire oui. Mais il faut que tu sois à l'écoute de ton partenaire aussi. C'est ça. Simplement. C'est ça. Mais juste de faire « Ouais. » Tu le vois clairement que ça tente pas à personne. Tu le vois, puis il y a un consentement, entre guillemets, mais c'est pas enthousiaste. C'est plus que ça. C'est ça. Puis si la personne n'est pas en mesure de te dire... Si la personne n'est pas en mesure de te dire oui, déjà là, c'est un non. Si la personne est même pas en mesure de te dire non, c'est un non pareil. Ouais. C'est ça. C'est une personne en boisson qui a de la misère à se tenir debout, là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est dans un état pour accepter quoi que ce soit. Non, c'est ça. Pas quand l'autre l'est.
en plus. Non, c'est encore pire. C'est pire. Parce que l'autre, le gars qui fait de la poudre, le personnage de Christopher Mintz-Plasse, il fait de la poudre toute la soirée. Il est poudré à fond, mais il y a une perception de son environnement. Ouais. C'est juste qu'il pense que c'est un surhomme, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est bon. Là. Mais c'est parce qu'il est tellement dans sa tête, il est tellement into him, Ouais. tu sais, qu'il est pas capable de voir les signes que comme la fille est pas down, tout simplement. Là. Ouais. Puis, Mais la manière qu'elle confronte, puis que Ah, j'adore. lui qui revire de bord, puis comme t'es donc ben folle, puis. Ah ouais, parce que c'est elle qui est folle. Oui, c'est ça. Parce que c'est elle qui est problématique là-dedans, tu sais, en bout de ligne. C'est Ouais. pas lui, genre, qui a dit à de nombreuses reprises non, 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 mais qui continue. C'est ça. Puis, Mais hey, là, elle se réveille à un moment donné, puis elle est comme, hey, t'arrêtes-tu, Chris, tu sais, puis. Puis- Tu dois te sacrer, je m'excuse. ben oui, c'est un podcast. Puis il est comme, hey, t'es folle, tu sais, de faire ça. C'est vraiment elle qui est folle. Non, c'est Je ça. trouve que c'est quasiment une belle leçon. C'est Moi, ça. j'étais comme, you go, girl, tu sais, c'est censé être un anti-héros. Tu sais, Ouais. on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle fait, mais je trouve que c'est pertinent pourquoi qu'elle le fait, puis c'est nécessaire dans Ouais. un sens. Puis t'as, au travers de tout ça, le personnage de Bo Burnham qui arrive, Oh. qui est le good guy du film. Ouais. 3 petits points. Oh, ils ont fait un montage super romantique, genre à la pharmacie, justement avec du Paris Hilton. J'étais comme, bon, ça y est, je suis officiellement en amour avec lui. C'est-tu une pharmacie ou c'est un club de nuit? C'est pas clair. C'est une pharmacie, mais elle est funky, la pharmacie, Elle avec des funky, gros ouais, néons. Des gros là, néons marqués ouais. pharmacie. T'as pas Ouais, l'impression ouais. qu'ils vendent. T'as l'impression qu'ils vendent des vitamines pierre à feu plus que des médicaments. Non, mais je l'aime, cette pharmacie-là. On devrait Ah non, avoir une belle j'irais. pharmacie comme ça. Jean Coutu, si vous m'entendez, regardez ça. Lâchez les néons, là, les lumières néons un peu médicales, malades. Là. Non, on va mettre des affaires cute. Puis, oui, puis Discothèque, genre dans c'est le ça. club. Puis mettez du Paris Hilton dans vos pharmacies, Oh. puis on va s'y rendre. On va y aller. Hmm. Tous les gars qui veulent pas acheter des condoms dans la vie vont vouloir en acheter parce que ça a l'air nice de rentrer là. C'est une confiserie. Mais, ouais, Beau, il est là-dedans. Justement, tu sais, il y a le beau rôle au début, mais tu sais, finalement, there's more to it. Fait que je conseille ce film à tout le monde. C'est une très bonne écoute. Ouais. C'est, justement, tu sais, c'est peut-être trigger warning pour certaines personnes. Oui, y oui, aller si en vous avez. connaissance de Ouais, cause. c'est ça. Si vous avez certains traumas par rapport, tu sais, on a dit tantôt le mot viol, si vous avez des traumas d'abus, approchez ce film-là avec une certaine appréhension, puis Mhm. c'est correct de l'arrêter à tout moment parce qu'il y a des scènes qui, même moi, qui est un homme blanc, cis, hétéro, que même moi, voir ça, ça me rentrait profondément dedans, de voir jusqu'où... De se rendre inconfortable. Tu sais, on est Ouais. confronté à certains comportements, tu sais, qu'on a peut-être déjà fait par le passé, ou Ouais. qu'on connaît certaines personnes, genre qui agissent comme ça, qui pensent comme ça. Ouais, ou de s'être fermé les yeux, ou tu sais... Mm. Bon, une autre scène magnifique du film, c'est quand elle va confronter la rectrice ou Ouais. la doyenne de son Ouais. université. Puis elle commence à lui raconter l'histoire qui est arrivée à son amie Nina. Puis là, t'as dit, ben, il aurait fallu la dénoncer. Vous aller voir quelqu'un? Oui, vous. Puis elle s'en souvient pas. Et comme, ah, ben, je me rappelle pas. Mais il y a personne qui s'en souvient ou presque. C'est ça le problème, ouais. Tu sais, la vie de son ami a complètement été détruite, Ouais. due à plusieurs personnes. Puis ces gens-là, ils se rendent même pas compte à quel point ils ont fait mal. Tu sais, c'est complètement oublié pour eux. Mis à part un seul personnage, Ouais. que lui demande la rédemption. Mais je trouvais ça super intéressant. Tu sais, tu Puis- vois, j'ai écouté des vidéos d'analyse sur ce film-là. Tu sais, juste dans la position des bras, tu sais, comme elle arrive chez ce personnage-là, habillée un peu comme la Vierge Marie, Ouais. comme la longue robe bleue. Lui, il se couche sur elle un peu comme justement Ouais, comme Jésus le dans la tableau de Pietà, Jésus. puis Exact. ouais. Ouais, on a peut-être écouté la même vidéo d'analyse. Non, c'est juste que ben, il y a des affaires que j'avais lues un peu, mais tu le Ouais. dis, puis là, je le Ça vois. avait Mais du ouais, la sens. Pietà, ça, c'est... Tu le mentionnes, puis c'est Ouais. évident. Il y a là. beaucoup d'imagerie aussi de chrétienne ou d'ange. Ouais, ben, il y a une scène où on dirait qu'elle a des ailes dans Exact, le dos, mais ou c'est qu'elle juste a un quelque chose halo, d'imprimé, tu sais. ouais. C'est comme un ange... Un ange vengeur. un ange ouais. vengeur. Puis j'avais lu aussi que son prénom, en fait, ça s'est tiré de la mythologie Ah oui, grecque. Cassie, Cassandra. Cassandra, ouais. Puis c'est une femme qui avait le pouvoir de savoir la vérité, mais que personne ne la croyait. OK. Ouais, auprès d'Apollon. Son amie qui s'appelle Nina, qui est la petite fille. Ouais. Puis c'est super beau. Ils ont le cœur d'amitié là, qui est Mm. brisé. Comme... Ouais. Un moment, elle porte le collier de Nina, puis c'est comme... Ah, shit! Ben, elle ça- l'a tout le long du Elle film. l'a tout le long, c'est Ouais, vrai. elle a c'est toujours vrai, elle porte le cœur de le Nina. Nina, ouais. Mais elle a pas le sien. Ouais. Elle le laisse à la fin à quelqu'un. Ouais, on Mm. vous en dira pas plus là-dessus. Je veux savoir,
On a parlé de La La Land tantôt. On peut en déduire que t'es une grande romantique. Oui. Puis t'es quelqu'un qui aime rencontrer les gens, t'es quelqu'un qui aime le jeu de la séduction, qui aime le flirt. Est-ce que t'as senti, pis c'est peut-être une question dont la réponse va peut-être être évidente, mais à la lumière d'un film comme celui-là, que des hommes ont voulu profiter de cet aspect-là de toi? Oui, mais c'était des gens qui avaient peut-être pas des bonnes intentions à la base. Tu sais, fait que c'était peut-être évident pour eux, puis facile de dive deep, puis de s'accrocher à ce côté-là de ma personne, puis me faire miroiter des affaires. Mais j'ai rencontré plein de gens aussi qui ont été vraiment sensationnels, puis que c'est sûr. qui trouvaient ça mignon. Ouais. Tu sais, cette espèce de pas d'innocence, mais j'ai un petit côté fairy tale justement de comme quelqu'un va me prendre et m'apporter loin, genre de tout ça, de tout ce chaos, tu sais. Fait que Tu cherches ton Mario Bros. Ouais, je suis Peach. Justement, je suis un peu princesse, là, tu vois. Fait que non, tu sais, je pense que c'est pas mal le cas pour la plupart des femmes également aussi. Ouais. Quand il y a des hommes qui profitent de... Pas qui profitent, j'aime pas le terme, mais qui... Le mot abus aussi est peut-être un peu fort, mais quand des hommes décident de mal agir avec toi ou tes proches, tout ça... Kill Bill. Kill Bill. Vengeance. Tu fais tes plans dans ta tête. Katana, arracher l'œil, let's go. Je vais scalper du monde avec mon katana. Ça a été quoi tes moyens de défense? Et est-ce que tu as déjà été confronté à des gens qui ne t'ont pas cru dans des histoires? Ouais, ben... Souvent, en fait, tu sais, fait que ça fait en sorte que tu as comme moins envie d'en discuter parce que des fois, c'est pas juste de ne pas se faire croire, mais c'est de la façon que les gens réagissent à ça. Mais tu sais, tu dois choisir tes moments, tes personnes également. Mais tu sais, comme raconter quelque chose qui t'a vraiment bouleversé puis avoir un comme « Ah ouais, c'est vraiment poche ». Ça te donne moins envie de t'ouvrir, mettons, là. Fait que, tu sais, c'est plus des affaires que je garde pour moi maintenant, tu sais, puis que je travaille de mon côté, tout simplement. Tu sais, j'ai pas besoin de le share avec n'importe qui, là. Je comprends. Je comprends. Par rapport à où on était en 2017, avant la vague MeToo, et aujourd'hui, c'est quoi ta perception? Est-ce qu'il y a une évolution chez les hommes, une évolution dans ce qu'on nomme maintenant la masculinité toxique? Est-ce que tu sens que les hommes font plus attention, sont plus maladroits ou ils s'en foutent? Il y a une grande peur. Ouais, il y a beaucoup de peur, ouais. Les gars, ils ont peur de mal faire, que ça soit mal perçu. Justement de se faire call-out. Tu sais, fait que c'est même pas... J'ai l'impression que c'est pas tant... c'est pas tant qu'ils sentent et qu'ils savent qu'ils doivent changer leur façon de faire, c'est qu'ils ont peur, justement, de continuer avec ces comportements-là, tu sais, que c'est profondément ancré chez eux, puis de se faire comme dénoncer par rapport à ça. C'est peut-être pas mieux. Non. C'est pas dans la mesure où... Je pense... J'ai pas l'impression qu'avoir peur, c'est une prise de conscience. Non, c'est pas une prise de conscience. Parce que si tu avais une prise de conscience, t'aurais pas peur. Tu saurais que qu'est-ce que tu fais, genre selon ton code moral, c'est legit. Ouais. Puis que tout le monde est respecté. Ouais. Fait que quand t'as peur, c'est parce que tu sais que tu fais quelque chose de pas correct. Ouais. Je sens qu'il y a juste beaucoup de peur. Donc, il n'y a pas eu une si grande évolution que ça. Ça dépend pour qui. Ça dépend dans quel milieu. T'sais, j'ai l'impression que justement, le milieu des arts, les gens sont peut-être un petit peu plus ouverts d'esprit, justement, puis sont prêts à accueillir ça. Puis les gens font plus attention désormais, là, mais non, dans des milieux qui sont très traditionnellement machos, je trouve qu'il y a encore un travail à faire. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer. Oui, mais tu sais, une étape à la fois. Éventuellement, on va se rendre là. J'ose espérer. Espérons-le. D'ici à ce qu'on soit mort ou que la planète explose, peut-être que les hommes vont... Vivre d'amour. Vont vivre d'amour. Puis, je dis les hommes, je m'inclus, là. Je suis pas meilleur qu'un autre gars. Le Not All Men, j'y crois pas autant pour moi que pour tous les autres, là. Ouais. On a tous nos défauts, on a tous eu non seulement des maladresses, mais des comportements toxiques, là. Puis... Ben, pas juste les hommes, les femmes aussi. Je pense qu'on a tous un travail à faire sur soi en bout de ligne, là. Ouais. Ça se déploie comment, selon tes observations, chez les femmes?
Si on peut parler de... Euh, Hey, je suis la bonne personne pour employer le terme féminité toxique. Je me sens mal. Féminité toxique, non, je mais... pas, je me sens mal de dire Non, ce c'est de la terme-là, misogynie mais- internalisée. Tu sais, puis il y a plusieurs femmes. C'est plus ça que féminité toxique, mais tu sais, il y a encore des femmes qui ressentent comme une espèce d'esprit de compétition envers les autres femmes, justement, tu sais, fait qu'ils vont se shamer gratuitement, tu sais, puis on dirait qu'on fait ça inconsciemment. Ouais. Parce que je pense qu'on l'a tous déjà fait, tu sais, mais c'est important de juste le réaliser puis de comme cesser de le faire éventuellement, là, mais Ouais. c'est juste qu'il y a comme c'est un esprit de compétition qu'on se bâtit nous-mêmes pour justement se monter puis être comme la meilleure puis la plus bonne aux Ouais. yeux des hommes, tout simplement, tu sais, quand c'est pas censé être une compétition, tu sais, on est tous là pour se tenir entre nous, genre, puis se serrer les coudes. Ouais. Puis dans Promising Young Women, c'est le personnage d'Alison Brie qui l'incarne un peu plus, ce Ouais. côté-là de la... Ben, puis de la rectrice de l'université, mais qui aurait une en autorité, puis l'autre qui était présente à un certain moment, Mhm. puis qui aurait pu agir, qui aurait pu faire quelque chose, Mais qui l'ont pas fait, qui l'ont pas fait. puis qui s'en souviennent même pas. Ouais, c'est ça qui fait le plus mal. Mm. C'est que pour eux, c'est une affaire anodine. Ah oui, puis la Pour rectrice elle. qui dit ah ben là, si on était pour enfermer tous les hommes qui sont accusés d'agression sexuelle, Ouais, il n'aurait pu. il y aurait plus d'hommes. Je suis comme, là... Mais tu sais, ça, c'est un statement que j'ai entendu à répétition aussi, là. Ah ouais, hein? Tu sais, il y a très peu de cas d'agression sexuelle qui sont dénoncés aux autorités que c'est fake. Ouais. Il n'y a aucun plaisir à faire de fausses dénonciations, là. Ouais, ouais. C'est éprouvant mentalement. Tu fais pas ça... tu fais pas ça pour de l'attention. Jamais. Jamais. Non. En tout cas, c'est rare. Puis c'est. Récemment, j'ai fait un épisode avec une fille une femme qui a dû dénoncer publiquement son conjoint et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de vagues. Mhm. L'épisode se retrouve, c'est dans les derniers. Les auditeurs et auditrices, vous savez de quel épisode je parle. Puis elle m'en parle et c'est pas une partie de plaisir, là. C'est pas le fun de savoir que ta vie est exposée, que ton Exact. vécu est exposé, que ton histoire puis ton intimité. C'est pas juste ton intimité physique, c'est ton intimité émotionnelle qui va Ouais, être mais tu qui va être ravives une exposée. blessure, tu sais. Ouais. C'est une blessure qui n'est pas complètement fermée, puis Ouais. là, tu la rouvres au complet à la vue de tous, tu te sens vraiment vulnérable. Ouais, ouais. Et si jamais il y avait une personne là, qui faisait ça pour attirer l'attention, ce serait d'une évidence. Faut se profondément perturber. Ouais, mais ça J'ose serait... espérer que ces personnes-là vont chercher de l'aide parce que c'est pas quelque chose que tu... Ouais, mais que tu fais. ce serait... Pour moi, ce serait juste évident. Si une personne faisait ça, ce serait comme... Non, ça paraît que c'est fake. Tout de suite. Parce que ça se fake pas, cette douleur-là. Non. Sur cette note joyeuse, on va faire une pause. Hey gang, ça va bien, OK? Ça va Hey! super, inquiétez-vous pas, là. On a du fun. Pour vrai, j'ai du fun. J'ai vraiment du fun, Chloé, à faire cet épisode-là avec toi. Ouais, moi J'aime aussi. ça, aller dans ces zones-là. J'aime ça, discuter de ces sujets-là. T'es super généreuse. Donc, on va faire une courte pause. Et au retour, on va dans l'inverse des femmes qui s'émancipent avec un film où le consentement est attaché après une table avec 50 Shades of Grey. Et on revient à la soif de vengeance avec le très doux John Tucker Must Die. Oui. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanance, Jonathan Gauthier, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous.
De retour en genre de film avec mon invité Chloé Galipo, avec qui, en première partie, on a parlé des films Kill Bill, La La Land et Promising Young Women. On va aller vers ton film détesté. Je l'ai dit avant qu'on aille en pause. La notion de consentement dans ce film-là prend pas mal le bord. Il n'y en a pas vraiment, non. Il n'y en a pas beaucoup. 50 Shades of Grey, film de 2015 réalisé par Sam Taylor Johnson, qui met en vedette Jamie Dornan dans le rôle de Monsieur Grey. Dakota Johnson, celle qui se fait embarquer dans le culte de Monsieur Grey. Luke Grimes et Rita Ora, j'ai aucune idée c'est qui et j'ai aucune idée de qui. C'est les meilleurs amis des protagonistes. Merci de m'éduquer là-dessus parce que j'en avais aucune idée. Je n'ai jamais vu 50 Shades of Grey. C'est pas quelque chose qui manque à ta vie, honnêtement. Ce n'est pas dans mes plans de regarder un film qui traite mal la notion de sadomasochisme. Non, mais tu sais, ça aurait pu être apporté d'une façon qui était intéressante, je pense. Tu sais, si visuellement, ça avait été excitant au moins, tu sais, parce que c'est un film, c'est un roman, justement, tu sais, comme qui était très, très érotique. Très sulfureux, oui. Mais le film est même pas bon. Il est même pas capable d'accomplir ça, tu sais. Fait que si t'es même pas capable d'accomplir comme la base, tu sais, comme tu peux faire peut-être abstraction du fait que c'est problématique, mais tu dis, OK, au moins, c'est érotique, c'est érotisant comme film, mais c'est même pas le cas, tu sais. Fait qu'il y a absolument rien de bon là-dedans. Peux-tu m'en faire le résumé? Qui ne connaît pas 50 Shades? Qui ne connaît pas 50 Shades, effectivement, mais... C'est une jeune femme vierge qui rencontre un homme très riche. Elle est vierge? Elle est vierge! Je savais pas au début, tu fais, ouais, elle est vierge. Ça, je savais pas. Ah ouais, non, c'est la pureté, là. C'est la pureté. Oh. Fait qu'elle rencontre un homme très, très riche qui veut la posséder. Fait que elle, tu sais... elle se laisse tenter par lui, puis, tu sais, elle n'a pas d'expérience sexuelle, mais elle décide d'embarquer justement dans ces trucs sadomasochistes vraiment répugnants, tu sais, puis le contrôle mental, relations abusives. Non, il n'y a rien de beau là-dedans, là. Il n'y a rien de romantique. Je veux pas faire mon mononcle de 31 ans qui parle au travers de son chapeau, mais si t'es un homme ou une femme et que tu es vierge dans la vie, et que ta première relation est BDSM, je pense pas que c'est la meilleure affaire. Ça se peut que tu sois attiré, mais apprends à connaître ta sexualité et ton rapport sexuel par rapport à toi-même avant de plonger là-dedans. En plus, il fait signer un contrat, genre comme, OK, ben là, maintenant que tu m'appartiens puis que tu es ma maîtresse, tu sais, comme tu dois manger telle affaire, tu dois t'entraîner tant de fois par semaine, puis comme ça, c'est ton moyen de contraception, puis voici comment que tu vas vivre maintenant, ça, c'est ton appartement. C'est comme le père de Britney Spears. Ouais, c'est quasiment comme si elle avait un conservatorship. c'est la vie de Britney Spears, mais avec de la sexualité. Ah ouais, non, mais... non, c'est répugnant comme film. Pour vrai, c'est juste plein de problèmes. Qu'est-ce qui t'a amené... J'imagine que tu avais une curiosité à le voir quand même. Ben oui, mais tu sais, c'est sorti. Tout le monde en parlait, puis c'était comme la grosse affaire. Je veux dire, les romans ils ont été super populaires quand ils sont sortis. Fait que c'est sûr qu'il y avait une anticipation quand le film est sorti au cinéma. Puis j'en souviens, mon premier chum m'avait apporté le voir à Saint-Valentin parce qu'il pensait que j'allais vraiment être excitée puis que j'allais être contente. Puis j'étais comme, j'ai pas tant envie d'y aller. T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais comme 19-20 ans. OK, ouais. 2015, ouais. Ouais, OK. à peu près. J'ai vraiment pas aimé ça, non. Mm-hmm. Mais je me sentais mal, tu sais, vu qu'il m'avait apporté. Tu sais, lui, il était vraiment content. Tu sais, c'était comme son cadeau, là. Fait que j'étais ah oui, ben merci. Merci de m'avoir amené. Ouais. C'est dommage que ce film-là... C'est pas nécessairement quelque chose que je connais énormément, le monde BDSM. C'est plus une curiosité d'avoir lu, d'avoir eu des amis qui le pratiquent et qui m'en ont parlé. Mais la façon que ces personnes m'en parlent, ce n'est que du consentement. Ouais. Et on parle de consentement enthousiaste tantôt, mais là, c'est la version la plus épurée et mise à nu du consentement enthousiaste. Là, le terme non est hyper important. Mm-hmm. Il n'y a pas de safe word non plus dans ce film-là. Ouais, c'est ça. Parce à la fin, tout le long du premier film, elle a certaines réticences à embarquer dans cette relation-là, parce que justement, il y a beaucoup de pouvoir puis de contrôle, puis que c'est malsain, mais elle finit par s'amouracher quand même. Puis à la fin, elle décide de comme se laisser aller, puis elle est comme, OK, montre-moi, qu'est-ce que tu aimes faire, puis c'est quoi ton mode de vie. Ouais. Puis ça va trop loin. Puis il arrête en plein milieu, puis elle commence à pleurer, puis elle dit, je peux pas handle ça, là. Elle dit, ça fonctionnera pas, puis elle s'en va. Puis ça termine de même.
Puis ça aurait dû terminer de même. Mais ils en ont fait 2 autres après, puis elle revient. Puis c'est encore pire. Oui. C'est pire. Fait que non, il y a vraiment rien de cute là-dedans. Il y a stock. Il demande pas l'autorisation, il rentre chez elle, il vend ses affaires. Il vend ses affaires? Ouais, comme elle a une vieille voiture, puis il est comme, ben non, tu sais, j'ai vendu ta voiture, voici ta nouvelle voiture maintenant. Il en rachète quand même une nouvelle. Ce qui est pas faites pas. Ben, en tout cas, je pense pas que personne écoute le podcast a les moyens d'acheter une voiture à qui que ce soit. Là. Vous écoutez des podcasts, la gang, vous avez pas d'argent. Oh, mais là. Je veux pas juger mes auditeurs. Je vous souhaite d'avoir d'argent. Ben, moi, je considère que mes auditeurs les plus riches, c'est ceux qui me donnent 5$ par mois sur Patreon. Je suis comme, eux sont vraiment riches. C'est ça. Ils ont de Ils ont l'argent à dépenser. 5$ à mettre dans ce que moi je fais. Ça n'a pas rapport. Je vous remercie, la gang. Mais. Ouais, j'ai jamais vu le film parce que justement, je pense que j'étais déjà trop vieux puis ça s'adresse pas nécessairement à moi comme film. Mais c'est vraiment ça, c'est la toxicité de ce qui est représenté à l'écran et que ça a été vendu comme étant quelque chose de romantique. Comme quelque chose de romantique, quelque chose à essayer là à la maison. Puis je veux dire, ça. Ouais, puis c'est pas représentatif non plus de relations BDSM, tu sais, qui sont fonctionnelles. Justement, c'est fait dans le respect, dans la confiance, dans les safe words. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. C'est pas ça. Ouais. C'est vraiment pas ça le film. Puis tu sais, je veux dire, c'est inspiré également de Twilight, qui était pas un super bon film à la base, justement, tu sais, qui montrait une relation toxique aussi, tu sais. Fait que là, c'est juste amené fois 1000, mais avec beaucoup plus de sexualité. Parce qu'il faut le dire, à la base, 50 Shades of Grey, c'est une fanfic. C'est une fanfiction. Elle s'appelle comment déjà l'autrice de 50 Shades of Grey? Stephanie Meyers a non, écrit, je pense que c'est LG. Ouais, c'est LG James. LG James. Ouais. Est une madame dans la quarantaine qui tripe sur Twilight. Ouais. Et qui décide d'en faire une version BDSM. D'en faire une version coquine, ouais. Puis, pour sortir les livres, ce qu'ils ont fait, c'est Control, Search, changer Edward pour Christian. Ouais. Et changer Bella pour Anastasia. Anastasia. Ouais. C'est ça. Puis mais il n'y a pas de vampire. Puis, regarde, ça... Je comprends déjà plus l'emprise avec un vampire et la notion de non-consentement si c'est un vampire, en fait. Oui. Puis tu vois, au moins Twilight s'est adressé à un public adolescent, plus jeune. Fait que tu sais, comme quand t'es jeune, peut-être que tu comprends pas trop c'est quoi la notion de consentement, puis tu sais pas c'est quoi une relation dite saine versus une relation toxique. Mais tu sais, ce livre-là, ce film-là, 50 Shades, ça s'adresse vraiment à des femmes d'âge mûr ou comme des jeunes femmes, tu sais, qui devraient avoir connaissance de qu'est-ce que c'est une relation qui est saine. Puis ça fait vraiment pas la promotion de ça. C'est juste que ça l'essaie d'être quelque chose que c'est pas, puis c'est pour ça que j'aime pas. Ouais. C'est pas bien réalisé, le acting est pas bon, ils ont l'air de saillir, ils ont aucune chimie. Pour vrai, là, tu y crois pas. Ouais. Mais toi, Chloé, Twilight, c'est-tu quelque chose que t'as aimé? J'adore Twilight. C'est un guilty pleasure. C'est vraiment un guilty pleasure. J'aurais pu le mettre dans mon film Guilty Pleasure, là, mais... j'allais poster chez nous. Moi, j'étais team Edward. Ah ouais? Vraiment, ouais. Mais tu sais, comme Robert Pattinson, je le connaissais pas avant Twilight, mais j'étais super jeune aussi. Mais grâce à Twilight, je l'ai découvert, puis je suis très, très fan de tout ce qui sort maintenant. Quel bon comédien. Ben oui, il est-tu beau. Il est beau aussi, non? Au-delà de sa beauté, c'est un acteur formidable. Ouais, puis j'aime la versatilité aussi, je suis capable de dire. Versatilité, merci, de ses rôles. Tu sais, je veux dire, il peut aller dans des trucs super indie, underground, puis il va aller dans des trucs très commerciaux aussi. Batman, genre de voir qu'est-ce que ça va donner avec lui. Oui, effectivement, c'est le prochain Batman. Ouais. Il passe d'un vampire à Batman. Mais ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il déteste Twilight. Oui, ben tous les comédiens qui ont joué à Twilight, je pense qu'ils ont pas un bon souvenir d'avoir fait tu le vois dans des entrevues, il en parle, puis comme il l'aime pas son personnage. Tu sais, comme il en rit, là, mais il a pas le choix. Il est embarqué là-dedans, il est dans le train, mais tu sais, comme clairement qu'il a pas vraiment de plaisir à le faire. J'imagine qu'il avait du plaisir parce que il retrouvait sa gang. Ouais. Puis il s'aimait dans un sens, mais comme c'est vraiment pas un personnage qui respectait. Ça devait être payant. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est ça. Puis la comédienne qui jouait Bella... Kristen Stewart. Kristen Stewart, elle aussi, actrice exceptionnelle. C'est toutes des bons... les deux principaux sont des comédiens qui un jour vont être nommés ou qui vont gagner des Oscars. Non, je leur souhaite, mais je pense que Kristen Stewart, ça a déjà été le cas, ou elle a peut-être gagné... Elle a peut-être été nommée, ouais, je pense que oui, peut-être. Je pense qu'elle a gagné un César. Elle a gagné un César, de la meilleure actrice dans... je me souviens plus quel film, là, mais c'est un film avec Juliette Binoche, t'as raison. Ben, je trouve ça intéressant, tu sais, qu'ils ont commencé en étant vraiment
des acteurs associés à un film super commercial, une série très commerciale, puis ils deviennent comme des indie darlings, finalement. Là. Ils se dirigent vers ça. Puis elle va jouer la princesse Diana. Elle, qui est américaine, va jouer Lady Di, puis les photos sont sorties. La ressemblance est troublante. Ah ouais? J'ai même pas vu. Ouais. Puis je suis pas un fan. Et c'est un réalisateur d'exception qui va faire le film, qui s'appelle Pablo Larraín. Il y a un gros camion qui passe sur mon balcon. Mais Pablo Larraín a fait un film sur Jackie Kennedy. OK. Qui se passe dans la semaine après la mort de John F. Kennedy. Ouais. Ce film-là est parfait. Ce film-là est tout simplement parfait. C'est une étude sur une femme en deuil qui perd tout du jour au lendemain. Tu sais, c'est pas juste une femme qui perd son mari, c'est une femme qui perd sa fonction parce que son mari n'est plus là. Mm-hmm. Elle ne peut plus être première dame. Non. Dans les 3 heures qui ont suivi la mort de John F. Kennedy, Johnson est devenu président. Dans les 3 heures après, le gars s'est fait tirer une balle dans la tête. Puis qui était à côté de lui. Était à côté de lui. Elle s'est jamais changée. Fait qu'elle avait encore les traces de sang de son mari dans l'avion pendant que l'autre prêtait serment pour être président. Et une fois qu'elle est retournée à la Maison-Blanche, elle a eu comme une semaine pour vivre là et personne ne s'occupait d'elle. Pauvre femme. Personne, sauf son curé qui était plus devenu un confident puis un genre de guide spirituel plus qu'un curé. Là, mais c'était avec Nathalie Portman. Ce film-là est brillant à tout point. C'est sorti quand ça? C'est début des années 2000? Non, sorti en 2015-2016. Ah, j'aimerais 2017. ça. C'est vraiment bon. Moi, j'aime ça, les trucs sur la monarchie. C'est quasiment une monarchie pour vrai, la famille Kennedy. Ben, c'est ça. Pas je loin. veux dire, j'associe quasiment ça à la monarchie. Ouais. Puis c'est des longs plans de elle qui se promène dans la Maison-Blanche, toute vidée. Ouais. Puis elle marche comme un fantôme dans ces grandes pièces-là. Puis il est comme... Il n'y a plus rien de ça qui est à moi. Là. Plus rien de ça qui... J'ai tout perdu. Ouais. Puis j'ai aucun rapport d'être ici. Puis Ted Kennedy qui est comme non, va-t'en toi, la femme. On veut pas de toi dans nos réunions. Puis comme... À quoi ça sert une femme? Anyway. Ouais. Mais on était dans 50 Shades of Grey, tant qu'à être dans les relations qui ont mal tourné. Ouais, je sais pas où je m'en allais avec ça. C'est quoi ton parallèle, là? J'en ai pas. En fait, sens-toi très à l'aise de refuser de me répondre, mais est-ce que le BDSM est quelque chose qui fait partie de ta vie? Non. OK. Non, juste non. Non. Non, tu veux pas répondre ou non, c'est pas quelque chose non, qui fait c'est pas quelque chose dans ma vie. Écoute, je suis pas fermée, là. Ouais. Mais comme c'est juste pas arrivé. Mm-hmm. Fait qu'on verra. Voilà. Mais j'aime que c'est bien fait. Tu sais, j'ai des amis qui en pratiquent aussi. Mm-hmm. Moi, j'aime ça entendre les histoires. Ouais. Je veux tout entendre, les dirty details, spill the tea, let's go. Tellement. J'ai pas de jugement, tu sais, mais... C'est souvent des personnes que tu fais, oui, c'est évident que toi, tu pratiques le BDSM, ou la personne de qui tu te doutes le moins. Ouais. Mais je dirais que mes amis qui pratiquent, je le vois. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont un peu plus edgy dans leur look, mettons, dans leur façon d'être. Fait qu'on dirait que ça m'étonne pas. Je pense qu'on parle la même personne. Ouais. Mais sinon, peut-être que j'ai des amis qui le pratiquent, mais qu'on s'en parle pas vraiment en détail, là. Mais c'est toujours genre Gilles, comptable à SNC Lavalin. Mais il y a besoin d'excitation dans sa vie, justement. Il doit avoir une job tellement dole, une existence dole, tu sais, que c'est là qu'il retire comme son thrill, là. Il y a besoin d'avoir une femme en talons hauts, très pointus, qui met ça dans la face. Qui pile sur le chest, Puis il pile sur le chest, puis dans la face, puis comme... Tu t'appelles Poupou. Tu es ma chose maintenant. Tu es ma chose. Lui aussi, il a signé un contrat, mais avec consentement. Ouais. Ça vient de prendre une twist que je pensais pas qu'on irait dans ce podcast-là. Hey! On jase de film, la gang, je vous le rappelle. Y a-t-il une scène de Twilight qui t'a quand même marqué? Je suis curieux de savoir ça. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué pour différentes raisons, mais... je pense la première fois qu'ils s'embrassent dans le premier, là, tu sais, justement, tu sais, moi, j'étais super jeune à l'époque, là, j'avais pas embrassé personne, là, fait que là, je regardais s'embrasser, puis j'étais comme, c'est comme ça qu'on fait? Fait que là, je faisais rewind, tout le kit, là, ouais, puis là, je faisais rewind, puis là, je me pratiquais sur ma main, puis là, j'étais comme, OK, c'est comme ça. Fait que j'ai appris à Frencher grâce à Twilight. Ah, d'accord. J'avais un poster d'Edward que je Frenchais aussi dans ma chambre. Fait que si j'embrasse bien, ou si j'embrasse mal, c'est grâce à Edward, à Robert Pattinson. Ben, auditeur, auditrice, écrivez-moi
avec qui vous avez pratiqué vos French, si c'est un poster. Je suis toujours curieux. Ouais. Ouais. Je suis clairement pas la seule. Pour vrai, peut-être que je suis la seule qui en parle ouvertement, là, mais... J'avais une amie dans les années 90. Elle avait un poster de Jonathan Taylor Thomas. Ah oui. Mais Ça a été sa pratique. Ah. Pour ceux qui ne replacent pas Jonathan Taylor Thomas, il jouait dans Home Improvement avec Tim Allen, qui était une sitcom très populaire. Et il était la voix du jeune Simba dans Le Roi Lion. On va retourner à notre sujet de prédilection, qui est la vengeance face aux hommes qui se comportent mal. Avec ton plaisir coupable. Ah ouais. Qui est John Tucker Must Die. Ouais. J'ai travaillé dans des clubs vidéo, donc j'ai vu la pochette de ce film-là, mais je l'ai jamais vu. J'ai vu qu'il était disponible sur Disney+. Ce qui me semble étrange. Je pense pas que c'était un film de Disney, en plus. Non, je pense que c'est Fox, mais tu sais, comme Disney a racheté le catalogue Fox, ça s'est retrouvé là. Sur Disney+, il y a ça, il y a I Love You, Betty Cooper, 10 Things I Hate About You, puis tous ces films-là. De classiques comédies romantiques. Comédies romantiques, ça fin des années 90, début années 2000. Qui s'adresse plus à un public d'adolescentes. Sont à peu près tous sur Disney+. Donc, John Tucker Must Die, 2006, réalisé par Betty Thomas. Quand même, réalisé par une femme. Comparativement à beaucoup de films de l'époque où c'était des hommes. C'est peut-être pour ça que je l'aime aussi. Je trouve que ça apporte un point de vue féminin qui est intéressant. Peut-être. Ça met en vedette Brittany Snow, qui a gagné un MTV Movie Award pour sa performance dans le film. Rien de moins. Rien, mais écoute, un MTV Movie Award, c'était une performance à tout casser. Un beau trophée en forme de bol de popcorn. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Tu sais que t'as accompli. Ouais, Jesse Metcalfe, qui joue John Tucker. Sophia Bush qui jouait dans One Tree Hill, les frères Scott. C'est Brooke Davis. C'est Brooke Davis! C'est Brooke Davis, ouais. C'est pour ça que je voulais le voir. Tant mieux pour elle. Et Ariel Kebel. C'est pas Ziggy. Oh, c'est pas Ziggy. Non. L'histoire de John Tucker Must Die semble se retrouver dans le titre. Mais il doit mourir. Au-delà de ça, ben c'est comme Kill Bill, en fait. C'est ça, les deux, c'est comme faut qu'on tue un homme. Ouais. Mais non, John Tucker Must Die, c'est au secondaire. C'est Brittany Snow, qui est serveuse dans un restaurant, qui voit un homme venir assez régulièrement avec diverses dates, étant John Tucker. Puis il date plusieurs filles en même temps, mais les filles ne le savent pas. Puis ils finissent par le découvrir, puis sont fâchés. Ben c'est sûr. Puis là, ils veulent s'arracher les cheveux de sa tête. Puis là, Brittany est comme, non, là, les filles, c'est pas vrai qu'on va chicaner pour un gars. Elle dit non, on va toutes se rassembler ensemble. Puis là, vous allez évacuer votre frustration d'une façon plus, je dirais pas saine, mais dirigée vers la bonne personne, vers la personne qui vous a trahi. Fait que là, ils établissent un plan de faire en sorte que Brittany Snow devient la femme de rêve de John, mais qu'elle va y briser le cœur. Fait que là, les filles, ils se mettent toutes ensemble pour créer ce personnage-là. Fait que là, ils font des plans de date, écoute, avec des caméras, avec des microphones. C'est vraiment divertissant. Jusqu'à temps qu'il tombe en amour avec elle. Bien, parce que oui, il faut qu'il tombe en amour avec elle. Il faut qu'il tombe en amour avec elle pour qu'elle lui brise le cœur, pour qu'il comprenne c'est quoi se faire mal. Faire mal aux autres. Puis est-ce qu'il finit par avoir mal? Oui, il finit par avoir mal, ouais. Est-ce que c'est mérité? De la façon que c'est exécuté, non. Tu sais, ça va à des limites que, comme, honnêtement, c'est pas ça. Mais c'est un film, c'est le fun. C'est un, c'est un chick flick, là. Ben oui, tu sais, puis c'est comme de la solidarité féminine. C'est mignon. Ouais. Comment t'es tombé sur ce film-là? Je sais pas, je pense à TQS, tu sais, Back in the Days ou à TVA. Ça fait très TQS ou TVA d'après-midi, ouais. Ouais, traduit en français québécois, là. Ouais. Ouais, fait que... non, c'est ça, moi, j'étais intéressée parce que c'était Brooke Davis qui était dedans. Puis Jesse Metcalfe, il était beau à l'époque. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant, je sais pas, il est rendu où. Il a toujours joué les rôles de beau gosse. Même en 2006, je pourrais pas dire ce qu'il aurait fait avec John Tucker. Il a juste fait des comédies romantiques. OK. Je pense que c'est pas mal ça. Sa gueule ne me disait rien. Non. Non. C'est le genre d'acteurs genre Josh Hartnett que je suis comme... Ben, c'est ça, tu sais, ils ont fait quelque chose à un moment donné. Ouais. Ils ont eu leur petite période qui était comme très présent, puis après, ils finissent par s'effacer. Ou peut-être qu'ils continuent dans les trucs un peu plus indie, où justement, on n'en entend plus parler, là. Ouais. Mais, non. Fait que c'est pas mal ça, l'histoire. Ouais. La soundtrack est rose bonbon, pop léché... I love it. Puis il y a un baiser entre deux femmes aussi dans ce film-là, qui était quand même...
C'était osé, je trouve, à l'époque, dans un film pour jeunes adolescentes. Ouais. Fait que j'apprécie le guts d'avoir fait ça. Ouais. Tu l'as-tu revu souvent? C'est un film que tu te clenches de temps en temps? Ou... Je pense que je me le clenche une fois par année. Ouais. Quand même, hein? Ouais, me replonger dans cette époque-là, dans ces souvenirs-là. Puis je veux dire, c'est un no-brainer aussi. Des fois, t'as juste besoin t'as pas besoin d'un divertissement comme intellectuellement stimulant. T'as juste envie d'écouter de la trash. Là. Moi, je suis très fan de trash télé-réalité, de comme trash movie. Parle-moi de ça. Ah, mon Dieu, j'ai écouté Sexy Beast il y a pas longtemps. C'est sur tellement Netflix. dégueulasse. Oui, c'est vrai, tu l'as écouté à cause de moi, hein? Non, parce que... Mais j'avais fait une story là-dessus. Je pense que t'as fait comme, OK, ouais, je vais le clencher à soir. Ouais, mais je trouve que le concept il est vraiment intéressant de Sexy Beast, mais c'est tellement mal exécuté. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est des gens qui vont en date déguisés en monstres. Ouais, des fois c'est des animaux, des fois c'est des monstres, tu sais, fait comme c'est pas vraiment des fois des c'est des extraterrestres, Ouais. des fois c'est tout... des zombies. C'est ça, ben tu sais, c'est un peu comme toutes des espèces de costumes de cinéma, mais pas de la tête aux pieds. T'as la tête, t'as les mains qui sont maquillées, Ouais. puis le reste sont habillés Normalement. Mais là, ils se datent en faisant abstraction de leur physique, tu sais, pour vraiment apprendre à connaître C'est la ça. personne, tu sais, puis que ça soit vraiment juste sa personnalité qui brille. C'est ça. Mais ce que j'aime, c'est que c'est tous des mannequins Mais c'est en bout de ligne. c'est tous des gens qui sont là parce qu'ils sont beaux, mais Ben oui. c'est pas des gens qui sont là pour être en date. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont là pour faire avancer leur carrière d'influenceur. C'est comme ce qui est devenu Occupation Double. Tu sais, je Ben oui. suis pas fan d'Occupation Double. Genre, je pourrais C'était même pas plus te dire un divertissant back in the épisode. days, avant Internet. Ben pas avant Internet, parce qu'Internet existait, là, mais tu sais, je veux dire, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu sais, fait comme les Ouais. gens faisaient OD, puis ils faisaient les tournées des bars, puis ça se terminait après, tu sais, je veux dire, t'avais pas comme tes réseaux sociaux n'étaient pas boostés, tu Ouais. tombais un peu dans l'ombre, dans l'anonymat, versus là, tu sais, je veux dire, t'as une carrière qui t'attend par la suite, là, tu sais, je veux dire, c'est un statement de faire OD, là. Ouais, c'est ça. As-tu encore le rêve de faire OD? Non, Puis maintenant? parce que j'avais fait les auditions pendant 2 ans, gagne. Mais non, mais tu sais, c'est parce que je voulais œuvrer justement dans ce milieu-là. Puis vu que j'ai pas étudié en cinéma ni en communication, je trouvais Ouais. que c'était une belle porte d'entrée. Tu sais, si tu y allais d'une façon intelligente puis que tu jouais bien tes cartes, tu sais, ça t'offre beaucoup de portes par la suite. Tu sais, fait que Ouais. moi, je voulais l'utiliser comme une plateforme justement pour me propulser. Mais il n'y a plus besoin. Regarde. tu voulais être la prochaine Marie-Pierre Morin Sans mordre. sans mordre des gens, même si t'as des très belles dents. Ouais, genre, mais non, mais c'est une expérience que je trouve qui est fascinante aussi en même temps, tu sais, d'être enfermé 24 heures sur 24 avec des gens puis que t'as aucun stimuli extérieur. Moi, je trouve que sociologiquement, c'est intéressant. Puis tu noues des relations, tu tisses des liens avec des gens que tu ferais peut-être pas Mhm. dans la vie de tous les jours, puis il y a rien pour te divertir, mis à part eux, tu sais, fait que ça devient super puissant comme lien. Fait que, tu sais, moi, je suis très pour les expériences humaines, tu sais, j'aime les gens, fait que je trouvais que de ce point de vue-là aussi, c'était vraiment cool. Hmm. Fait que j'aurais trippé le faire pour ça. Très bonne réponse. Puis des petits voyages. Qui refuse un voyage au Portugal gratis aussi? Qui refuserait... Enlève le terme OD, là. Afrique, Bali, je sais pas c'est quoi les autres classes sont allées, là. Portugal. Portugal. Là, ils vont aller à Whistler, je pense. Ouais, c'est le fun. Sur le bord d'une montagne, quelque part au Québec, là. Arrête, c'est mieux que un appartement à Montréal, à Rosemont, sur le plateau, là. Tu sais, c'est plus exotique, mettons, là. Ça dépend. Moi, Ça j'irais dépend. pas ça. Ça dépend comment c'est fait. Hmm. Ça dépend comment c'est organisé. Ouais. Fait que trash et les réalités, c'est mon petit guilty pleasure. Film un peu trash sur les relations amoureuses puis tout ça. Ah, mais j'aime les dating shows. Ouais, hein? Ouais, dating shows, télé-réalité, là. Il y a rien de vrai là-dedans. Non, Clairement c'est tout pas, fake. ben non, tu sais. Je pense que John Tucker est plus proche d'une vraie relation que tout ce qui s'est fait à Occupation Double depuis le début. Probablement, ouais. Il y a une scène de un moment donné qui... c'est tellement honteux, mon Dieu. Tu sais, à l'époque, c'était honteux puis c'était grave, mais tu sais, maintenant, tu le regardes en 2021 puis t'es comme, OK, c'était juste ça. Genre, c'est pas un big deal, là, mais sa fréquentation lui offre un G-string. Puis là, il Ouais. se fait pogner, genre, avec le G-string. Là, puis les gens le niaisent. Là, hey, gros, t'as un G-string. Tu sais, c'est honteux, là. Tu sais, c'est féminin, là. Tu sais, genre, ouais, t'as ouais, de l'air puis les hommes gay, doivent là. pas... Ah oui, c'est tellement insultant avoir C'est l'air gay. ça, tu sais, mais là, il décide de garder son G-string, puis il va dunker parce que c'est un joueur de basketball, Ouais. tu sais, c'est le cool kid de l'école. Puis là, il dunk
en ayant son G-string qui dépasse un petit peu de ses pantalons. Puis là, ses amis sont comme « Oh mon Dieu, t'as encore ton G-string? » Il est comme « Ouais, man, je suis bien dedans. » Puis genre, je performe mieux quand j'ai mon G-string. Puis là, tous les gars, après, ils commencent à porter un G-string. Fait que... Pourquoi pas? Why not? Tu sais, mais c'est ça. T'sais, à l'époque, c'était choquant, tu sais, mon Dieu. J'avais entendu une rumeur, je sais pas si c'est vrai, mais que les chauffeurs d'autobus portent des G-strings. Pourquoi? Ou les camionneurs. Parce que ça retient mieux la poche, ça retient mieux le scrotum. Ah ouais, qu'il y a des boxeurs réguliers? Que des boxeurs, parce que toute la journée, ton banc, il vibre. Mm-hmm. Et c'est très mauvais pour avoir un cancer des testicules ou un cancer un cancer des testicules, j'imagine. Fait que j'avais entendu cette rumeur-là. Donc, si j'ai des camionneurs ou des... Si vous êtes à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute, les camionneurs, les chauffeurs d'autobus, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous portez comme sous-vêtements. Pendant les longues heures de route, j'avoue, hein? Tu sais, t'es assis pendant les longues heures. Ouais, là. c'est ça. Tu vas être confort. Mais je sais pas à quel point c'est confort pour vous autres, par exemple. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Tu l'essaieras, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, Pourquoi pas? Je suis jamais rentré dans un magasin qui vend des bobettes puis j'ai vu des G-strings pour hommes. Ça se vend juste dans les sex shops ou sur Amazon, j'ai l'impression. Ah ouais. Ça doit pas être des modèles Fruit of the Loom. Là. Ça doit pas être... Je penserais pas, non. Non, Joe Boxer fait pas Fait pas des G-strings, non? Léopard un peu... M'étonnerait. Je sais pas, en tout cas... Oh non, regarde, on ira pas là. Je m'en allais dire, je sais pas quel genre de G-string je porterais. Moi, je veux savoir. Si jamais j'en trouve, t'es la première à le savoir. OK, cool. Ouais. Dans la liste de la une personne qui va le savoir, t'es là. J'aime ça, merci. C'est un beau privilège, ça. Parfait. Dernière question. Kill Bill, Promising Young Women, ne se termine pas de façon très positive pour tous les protagonistes du film. Ouais, mais tu vois, j'aime le bittersweet. Ouais. John Tucker, j'imagine que ça se termine quand même relativement cute ou pas pire, sans nécessairement... J'ai pas l'impression que dans un film comme John Tucker, Brittany Snow finit avec John Tucker. Il meurt pas à la fin, tu sais. John Tucker must die, là. Je vous le dis, gang, spoiler, il meurt pas. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une fin avec une certaine rédemption. Ouais. On a parlé de toutes sortes de relations au courant de l'épisode. As-tu quand même espoir dans ta vie de rencontrer la bonne personne, de vivre une grande histoire d'amour? Comment je dirais non à ça? Mais tu sais, je veux dire, pendant longtemps, je pense que ça a occupé une place importante dans ma vie, puis que j'avais l'impression que c'est ça qui manquait à mon bonheur. Mais comme plus je vieillis, plus je me dis que comme j'ai pas vraiment besoin de ça. Fait que si c'est pas arrivé, ça arrivera tout simplement. Mais je suis épanouie en tant que personne que c'est plus ou moins nécessaire. Fait que ça arrivera, que ça devrait arriver tout simplement. Je le cherche pas. Sur ces sages paroles, Chloé Galipo, Guilla. quel plaisir de t'avoir reçu. Merci à toi. Quel plaisir. J'espère que les gens ont eu autant de plaisir à te découvrir et à apprendre à te connaître que j'en ai eu à parler avec toi aujourd'hui. Si on veut voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si on veut t'entendre sur des plateformes, si on veut voir ce que tu fais, ben écoute, des fois je suis au CISM 89.3, Les Pénibles, le mercredi, à partir de 14h. Sinon, mes plateformes, Instagram, Bonne Fête Kevin. Bonne Fête Kevin. K-E-V-E-N. Ouais. Bonne Fête Kevin. Ouais, ça marque les esprits d'habitude. Fait que c'est ça. Bonne Fête Kevin. Formidable. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Chloé Galipo, on a Jasé de film.